Bien, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde dite numéro 2 qui doit parler de l'alternance en termes de filière d'excellence. Est-ce que c'est une filière d'excellence? Donc, je pense que les propos de Vincent Merle vont nous permettre de réagir. Il y avait vraiment matière à s'interroger sur cette question. Donc, cette table ronde, et je demanderai à chacun des participants peut-être de se présenter lorsqu'ils interviendront. Donc je vais commencer par les dames. Donc Madame Chevalier d'EDF qui est avec nous. Je commence très fort. Madame Bachelier. Bachelier, oui, puisqu'on a beaucoup parlé des bacheliers. Excusez-moi, Madame Jalette Lacavac. Madame Isabelle Coco du Conseil régional qui dirige l'apprentissage. Et puis Monsieur Luneau de Pôle emploi, et Monsieur de Boulois de la CGPME, donc la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. Donc effectivement, l'intervention de Vincent Merle nous interroge un petit peu sur cette question de l'alternance. Alors ce que je proposerais à nos interlocuteurs, puisqu'on a effectivement des représentants d'entreprises qui pratiquent l'alternance, et en particulier sous la forme des contrats de professionnalisation, eh bien un petit peu leur témoignage et puis de réagir par rapport à ce qui a été dit. Et puis nous avons des acteurs plus institutionnels, si je peux employer ce mot-là, donc à qui je demanderais peut-être de tracer le cadre en nous donnant peut-être quelques chiffres, un petit peu comment ils voient l'évolution. Donc on aura peut-être une première intervention autour du cadre. Un deuxième élément que je propose de traiter, c'est un petit peu sur cette, je ne vais pas dire hiérarchie des types de formation. On a parlé de la formation initiale, de la formation par alternance qui se décline sous forme de l'apprentissage, des contrats de pro. Est-ce qu'effectivement, on peut constater, en particulier dans les entreprises, une différence dans les candidats et dans les élèves qui suivent ces différentes formations? Est-ce qu'on peut faire un petit peu cette séparation, constater des évolutions de comportement, d'adaptation au métier, d'autonomie, etc., puisque EDF, mais à la CAVAC, je suppose aussi, vous recrutez des personnes après une formation initiale, vous recrutez après des contrats pro ou après une session d'apprentissage. On pourrait s'interroger également sur la performance de notre dispositif. Donc on constate de façon générale ou de façon plus particulière dans les entreprises les performances de notre dispositif. On pourrait également s'interroger sous quelles conditions l'alternance peut être une filière d'excellence. On a parlé, et Vincent Merle a parlé de co-construction, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas suffisamment dans cette optique de co-construction des dispositifs, de co-construction d'alternance, de co-construction du tutorat, de la formation des tuteurs, des maîtres d'apprentissage. C'est une vraie question qui se pose. Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que les entreprises vont vers cette voie-là? Donc, qui peut permettre d'avoir effectivement des performances qui nous intéressent. Et puis, enfin, je m'interrogeais personnellement sur savoir si effectivement, comme l'a dit Vincent Merle, l'alternance pouvait devenir un mode normal de recrutement, tout au moins à un certain niveau. Il a parlé effectivement de ces niveaux jusqu'au Bac+2, niveau d'opérateur et jusqu'au niveau de technicien, on va dire. Est-ce que ça pouvait devenir un mode normal de recrutement? Donc c'est un petit peu ces différents thèmes qu'on va essayer de balayer dans cette table ronde. Bien entendu, vous pourrez réagir, on va demander le témoignage de nos invités à la table ronde, mais ensuite vous pourrez réagir, je passerai bien évidemment le micro. Bien, on va peut-être commencer sur le plan institutionnel, si Isabelle Coco veut prendre la parole, donc elle se présente, et puis nous dire un petit peu comment, au niveau du Conseil régional, sachant que le Conseil régional a un type d'intervention, donc elle nous brasse un petit peu ce type d'intervention, et comment elle voit cette évolution de l'alternance. Et elle a posé une question sur l'école Vaucanson, donc elle peut peut-être rebondir sur la question qu'elle a posée à Vincent Merle. Merci à vous. Donc Isabelle Coco, je suis donc directrice de l'apprentissage à la région Pays de la Loire. Je vais faire assez synthétique parce que je pense que, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime les monologues, donc je pense que c'est intéressant de pouvoir aussi rebondir par rapport à ce que les représentants des entreprises et la CGPME vont pouvoir nous dire, ainsi que Pôle emploi, parce que Pôle emploi aussi oriente les personnes. Donc peut-être en quelques mots quand même, de quoi parle-t-on? Filière d'excellence avec un point d'interrogation, et puis les freins et les stratégies de développement. Donc effectivement, de quoi parle-t-on quand on parle d'alternance? Donc on parle de deux types de contrats. C'est vrai que M. Merle l'a pas trop développé juste à la fin, effectivement, au travers de ma question. Donc on parle de deux contrats, à savoir les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Donc je dirais que le contrat d'apprentissage, c'est le contrat
historique quelque part de l'alternance, les contrats de professionnalisation étant plus récents, sachant qu'ils sont passés par différentes modalités. On a eu les contrats de qualification, donc maintenant on a le contrat de professionnalisation qui est adossé en fait à l'accord national interprofessionnel de 2003. Donc là aussi, on est sur deux contrats qui ne sont pas portés par les mêmes acteurs, même si les dispositifs sont proches, puisqu'on est bien dans les deux cas, et on y reviendra sur de la coproduction de formation et de compétences. Mais au niveau du contrat d'apprentissage, ce sont les régions qui sont à la manœuvre, puisque ce sont elles qui définissent la carte des formations par apprentissage, alors qu'au niveau du contrat de professionnalisation, on est sur les partenaires sociaux à travers les OPTA, les OPCA, pardon. Voilà. Donc en ce qui concerne, donc ce sont deux contrats. Alors les études qui comparent ces deux formes d'alternance datent un petit peu. La dernière que j'ai trouvée, c'est celle du CEREC sur la génération 2004, qui est parue en 2010. Donc c'est déjà un petit peu ancien. Mais ceci étant, on constate quand même que ce sont deux contrats qui cohabitent assez bien, avec des spécificités. Avec des spécificités, à savoir qu'au niveau du contrat d'apprentissage, on est plutôt sur de la petite entreprise et certains secteurs, notamment le secteur de la restauration, le secteur de l'agriculture, alors qu'au niveau du contrat de professionnalisation, on est plutôt sur des entreprises de plus grande taille, notamment les secteurs administratifs et commerciaux, services aux entreprises, avec une particularité de l'industrie qui utilise en fait assez couramment ces deux types de contrats. Et j'ai trouvé intéressant la réponse de M. Merle tout à l'heure, disant qu'effectivement, le contrat d'apprentissage, c'était le contrat, et c'est ça l'historique, et même la complémentarité qui devrait exister. Le contrat d'apprentissage, c'est là où on apprend un métier. Donc le contrat d'apprentissage, il est dans le champ de la formation initiale, alors que le contrat de professionnalisation, son nom l'indique, professionnalisation, derrière il y a de l'approfondissement, il est plus sur, et il est d'ailleurs dans le champ de la formation continue. Ceci étant, dans les faits, on constate qu'en termes de public, il y a une zone de recouvrement très forte, puisque le contrat de professionnalisation aujourd'hui s'adresse quand même beaucoup à des 16-26 ans, donc je dirais que des 18-26, on a quand même une zone de recouvrement importante en termes de public. Voilà. Donc l'apprentissage en Pays de la Loire, c'est 29 500 jeunes à peu près, qui vont aujourd'hui du niveau 5 au niveau 1. On a environ 1800 jeunes qui sont formés sur les niveaux 1 et 2, bientôt 5000 sur le niveau 3, 9000 environ sur le bac pro, et encore une dominante sur les niveaux 5 avec 12 000 jeunes environ en CAP. Et une question un peu provocatrice, Vincent Merle disait que l'apprentissage ou les contrats de pro, effectivement avec la distinction que vous avez faite, mais aujourd'hui on constate que les contrats de pro c'est plutôt les moins de 26 ans, donc qui souvent sortent de formation initiale, donc on a une distinction qui est sur le modèle de financement, d'accompagnement, mais peut-être pas trop. Quand je dis provocante, c'est effectivement, il y a un certain nombre d'apprentis, en particulier soutenus par la région dans le cadre de l'apprentissage de niveau 1 et 2. Quelle est la vision de la région par rapport à ce que disait Vincent Merle, où il serait intéressant de favoriser plutôt les niveaux inférieurs. On apprend un métier et ensuite peut-être la promotion sociale ou un peu à l'image de ce qui se passe en Allemagne, à supposer que ça soit le modèle. Oui, j'ai bien entendu effectivement que M. Merle positionnait plutôt le niveau, l'apprentissage sur les niveaux 5, 4, 3. Il est allé quand même jusqu'au 3. Et effectivement, le contrat de professionnalisation sur les niveaux 1 et 2. Donc effectivement, c'est intéressant d'entendre ça à un moment où effectivement on sent bien que l'apprentissage, et il l'a dit aussi, c'est ce qui a redoré un petit peu le blason de l'apprentissage, lui a redonné des lettres de noblesse, est tiré aujourd'hui vers le haut. Et nous-mêmes, en Pays de la Loire, on a eu à contractualiser avec l'État dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens, contrats je pense qui vont disparaître dans le cadre de la loi, la future loi sur la formation professionnelle. Mais ceci étant,
Ceci étant, effectivement, on a un objectif de développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur sur les niveaux 1 et 2, notamment les niveaux 2, puisqu'aujourd'hui, on forme plus de jeunes par apprentissage sur le niveau 1, les ingénieurs, que les licences professionnelles, où on a à peine 500 jeunes, enfin 600 maintenant, sur le niveau 2. Voilà, donc on a plus... donc effectivement, on a cet objectif, et ces 3 dernières années, les ouvertures de sections, qui sont toujours un exercice compliqué, parce que là aussi, ça a des incidences financières pour la région, se sont faites majoritairement, il faut le dire, il faut l'assumer. Après, il faut approfondir le sujet, effectivement, au travers de ce que peuvent dire des spécialistes comme M. Merle. Mais effectivement, aujourd'hui, notre objectif, c'est bien de continuer à développer l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Ceci étant, il faut être effectivement très, très vigilant pour ne pas pénaliser les niveaux 5 et 4, notamment par rapport à des questions budgétaires, puisqu'on voit bien, mais là, ce n'est pas l'objet, donc je ne vais pas développer, mais le financement de l'apprentissage, il se fait par la taxe d'apprentissage et par les financements des régions. Aujourd'hui, les régions sont dans un contexte budgétaire très contraint, donc l'évolution de l'offre ne peut se faire que par la taxe d'apprentissage. Or, la taxe, c'est un volume constant qui est lié à la masse salariale, et on voit bien qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur aspire de la taxe, qui, du coup, ne finance plus les niveaux 5 et 4. Donc voilà, il y a aussi un équilibre budgétaire, mais ce n'est pas le sujet, donc je m'en arrête là. Donc voilà de quoi est-ce qu'on parle. On parle de ces 2 contrats quand on parle d'alternance. Filière d'excellence, moi j'ai remarqué dans les propos de M. Merle qu'il parlait plutôt, et moi ça me va bien, de voie d'excellence. Dans la mesure où c'est plus une voie, une modalité qu'une filière en tant que telle. Voilà. Puisqu'on peut imaginer un jeune commencer son parcours par la voie académique et la continuer par l'apprentissage. Donc on est plus sur une voie. Effectivement, c'est une voie d'excellence. Par contre, c'est un de mes termes préférés, l'excellence, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et je pense que dans le propos... Peut-être. Comment ? Et ça se prouve. Et ça se prouve, oui. Voilà. Donc dans le propos de M. Merle, il y avait un certain nombre de choses. Enfin, moi-même, en préparant, j'avais noté l'adéquation de la formation avec les attendus de l'entreprise. Si la formation n'est pas en adéquation avec les attendus de l'entreprise, on ne peut pas être une filière d'excellence. J'avais noté la question de l'ingénierie pédagogique, parce que ça, c'est fondamental. En Pays de la Loire, moi, je me suis battue dans ma direction pour avoir une cellule ingénierie pédagogique, où on travaille sur la professionnalisation des acteurs, les formateurs de CFA, les maîtres d'apprentissage, comment on travaille plus avec l'entreprise. Le 3e point, la formation des tuteurs, parce que là, c'est aussi fondamental. L'accompagnement du jeune, parce que même si on est sur des niveaux supérieurs, et a fortiori quand on est sur des niveaux 5 et 4, l'apprentissage ou le contrat de pro, c'est une filière d'excellence, mais c'est aussi une filière exigeante. Dans la mesure où, on l'a dit, c'est 2 lieux de vie, voire 3, 2 lieux de formation. Donc il faut des jeunes qui soient en capacité de jongler avec ces différentes situations. Et c'est ce qui explique aussi ce que disait M. Merle, qu'un jeune formé par apprentissage, il a une autre posture après. C'est quelque chose, ça s'imprime, c'est une mémoire qui va imprimer en fait tout son cursus, toute sa vie professionnelle. Et un point sur lequel il n'a pas beaucoup insisté, mais il l'a dit une fois, c'est sur la mobilité européenne et internationale. Je pense que si on veut que l'alternance soit une filière d'excellence, il faut donner la dimension internationale, qui est une dimension maintenant incontournable des entreprises. J'ai entendu à plusieurs reprises des grandes entreprises dire qu'il nous faut des jeunes, même des opérateurs qualifiés, qui aient une notion d'anglais, qui aient envie de parler anglais. Voilà, c'est aujourd'hui incontournable. Voilà. J'ai dû dépasser mon temps sans aller sur fin et réussite, donc c'est pas grave, à ce moment-là on dirait plus tôt, je m'arrête là. Oui, on va déjà, parce que je suis désolée. Vous avez... Bon, c'est le cadre, mais c'est tout à fait intéressant de faire les distinguos et de voir un petit peu ces différents points. Et justement, on verra au niveau des entreprises comment sur différents points, c'est-à-dire la co-construction, ce que l'on disait au début, la co-construction, le problème des niveaux, est-ce que vous embauchez à tout niveau, est-ce que c'est la question de la mobilité qui aujourd'hui est prégnante, notamment internationale et
gérer au niveau des PME, au niveau des grandes entreprises ou des structures comme les coopératives. Mais pour rester sur un plan un peu général, donc je vais passer la parole à monsieur, enfin général, au niveau du cadre, on va dire, je vais passer la parole à monsieur Luneau pour savoir un petit peu comment Pôle emploi, donc, qui intervient au niveau des conseils ou de ses conseillers, en particulier sur alors, auprès des entreprises qui effectivement le sollicitent pour embaucher des contrats de pro, mais également auprès des chercheurs d'emploi pour qui cette solution peut être intéressante, avec peut-être quelques chiffres sur l'évolution de ces modalités. Et là, je parle plutôt des contrats de pro. Vous savez qu'au CNAM, on l'a spécifié, l'alternance chez nous, ça signifie plutôt contrat de professionnalisation. On ne fait pas d'apprentissage, enfin un petit peu à la rentrée, mais de façon très très minime. Donc, si on peut avoir un peu un panorama de ce qui se passe dans notre région, monsieur Luneau. D'accord, merci. Oui, donc pour répondre à cette question par rapport à un cadre global, quelques chiffres, et je vais essayer de ne pas en donner trop. J'ai repris sur l'année 2012 et en essayant de comparer par rapport à l'ensemble, première entrée, offre d'emploi. Donc, c'est quelles sont les offres d'emploi que l'on recueille globalement, et par rapport à ça, quel est le poids des contrats de pro et des contrats d'apprentissage. Globalement, sur 170 000 offres qui sont recueillies en région sur l'année, le contrat d'apprentissage pèse 1,7%. Alors, voilà. C'est ça, il passe peut-être pas. Alors, les chiffres que je donne, c'est bien cap Pôle emploi. On est bien d'accord, c'est tout le. Mais en même temps. L'apprentissage, c'est peut-être pas de votre. Voilà. Les contrats de professionnalisation, ça pèse chez nous 2,2% de l'ensemble des offres d'emploi qui sont recueillies. Donc, globalement, sur ces deux types de contrats, c'est autour de 6 800, 7 000 contrats qui arrivent à Pôle emploi. Donc par rapport à l'ensemble des contrats, c'est vrai que c'est relativement modeste. Alors autant sur les contrats d'apprentissage, on pouvait se dire c'est un peu logique, ça passe d'une autre façon. Sur les contrats de professionnalisation, ça a été une première interrogation. La répartition qui peut se faire, là il n'y a aucune surprise en revanche, on voit que la moitié de ces contrats, dans les deux cas, c'est toujours la Loire-Atlantique qui est en premier. Donc Loire-Atlantique, suivi du Maine-et-Loire, et quand on prend Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, on a dans les deux cas les 2/3 des contrats qui arrivent à Pôle emploi. Par rapport à ce premier élément, on voit effectivement une importance de la région, de l'agglomération nantaise, et puis du bassin nazérien, qui draine une majorité de public. Deuxième élément que l'on peut donner par rapport à ça, c'est, alors là, exclusivement sur les contrats de professionnalisation, quels sont les domaines sur lesquels on recueille des offres. L'élément principal, on a trois secteurs, le commerce et la distribution. Là, on ne va pas être surpris. Le commerce et la distribution, l'industrie, qu'elle soit mécanique ou métallurgique, et puis la restauration. Dernier domaine qui apparaît après, c'est celui du secrétariat, de la comptabilité et des RH. Donc on voit que dans les offres qui nous sont proposées... Sur des niveaux repérés ? Alors les niveaux repérés, c'est plus difficile, mais globalement, on est sur des niveaux 5 ou 4. Majoritairement des niveaux 5, 4. 5 et 4, guère au-dessus. Il y en a, mais c'est pas la majorité. On a donc voilà les secteurs dans lesquels et on a listé, mais je ne les listerai pas tous, mais les 20 premiers domaines. Donc dans ces domaines qui sont cités là, les 3, on a plus de la moitié des offres d'emploi qui arrivent à Pôle emploi.
Par rapport à l'ensemble de ces éléments, c'est vrai qu'une des questions qui se pose, c'est bien la relation avec l'entreprise, puisque en fait, on draine, faudrait voir hein, par rapport globalement quel est le poids des contrats de pro qui sont proposés chaque année et des contrats d'apprentissage, et de voir quel poids pour l'emploi, je ne l'ai pas fait, pèse par rapport à ça. Il n'empêche qu'il y a bien une première mission qui est la nôtre et sur laquelle on a sans doute à travailler en complément, c'est bien autour de la recherche des offres et faire en sorte que les entreprises s'adressent à nous. On voit par rapport au contrat d'apprentissage, c'est logique, c'est une autre organisation, même si on a regardé par rapport aux années antérieures, on constate ces 2 dernières années une baisse des nombres d'offres d'emploi qui sont déposées à Pôle emploi sur ces 2 secteurs par les entreprises. Sur le contrat d'apprentissage, c'est une baisse de plus de 20%, et sur les contrats de pro, c'est une baisse de plus de 11%. Donc c'est pas neutre non plus. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Parce qu'effectivement, l'alternance au sens large du terme, on en fait la promotion au niveau des pouvoirs politiques, donc il y a effectivement, on en parle beaucoup, c'est quelque chose, une mesure. Sur l'apprentissage, on a un petit peu eu de réponse parce que précédemment, dans tout un tas de plans d'action, il y avait tout un travail qui se faisait avec les CFA pour alimenter, on va dire aujourd'hui, dans notre région où l'apprentissage quand même est porteur, enfin, il marche bien. Il y a moins besoin et le recrutement se fait d'une autre façon, en plus avec des jeunes. Ensuite, sur les contrats de professionnalisation, ça reste effectivement une question, sachant que un autre élément à prendre en compte, c'est que dans les offres d'emploi qui nous sont déposées, une bonne partie sont via les organismes de formation. C'est-à-dire que l'entrée de dépôt d'offres, entre guillemets, on a derrière l'entreprise qui a été identifiée, mais c'est bien l'organisme de formation qui se tourne vers Pôle emploi en disant on aimerait bien recruter, quoi. Et par rapport à ce recrutement, est-ce qu'on peut monter un certain nombre de plans d'action? Voilà. Justement, on va peut-être se tourner vers les entreprises, puis je pense qu'il y aura des questions sur ce sujet qui est un peu paradoxal par rapport à toute l'image et la promotion qu'on donne peut-être aux entreprises ou peut-être à Monsieur Deboulois qui va peut-être parler globalement pour les PME, mais je vous laisserai répondre, ne vous inquiétez pas. Oui, pour savoir un peu la vision de la CGPM en l'occurrence, et au niveau des PME, de cette question d'alternance, et puis réagir peut-être à ce que dit Monsieur Luneau. Finalement, on n'a pas tant d'offres que ça par rapport à ces contrats de pro en l'occurrence là. Alors, et vous vous présentez, oui. Excusez-moi. Frédéric Deboulois, j'ai tenu 3 types d'entreprises. Un restaurant dans le secteur du commerce avec 7 salariés, une entreprise industrielle dans le bâtiment avec 12 salariés et aujourd'hui dans le service où j'ai une agence de commercialisation. Donc 3 complètement différents. Alors sur l'apprentissage, je rebondis là-dessus parce que finalement sur les 3 segments que sont le commerce, le service et l'industrie, les approches ne sont pas les mêmes et les attentes ne sont pas les mêmes. Vous avez parlé majoritairement sur l'apprentissage et effectivement dans la partie hôtellerie-restauration, le besoin de niveau 5, 4, éventuellement 3, mais plus rare. Et où effectivement sur l'entrée des organismes de formation, soyons clairs, un employeur, la paperasse, ça l'emmerde. Non mais il faut être clair. Et vous trouvez qu'il y a trop de paperasse pour... Oui, la paperasse, ça l'emmerde. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeune qui vient nous voir et qui nous dit « J'aimerais bien me recruter en apprentissage ». Ouais, pourquoi pas? Et j'ai un organisme de formation, j'ai déjà choisi mon organisme de formation. Très bien, le responsable de l'organisme de formation se met en rapport avec nous. On dit ok, banco, on le prend le jeune. Et puis il se démerde avec les papiers. Il est rempli, y compris on lui donne le tampon, il met lui-même le tampon d'entreprise. Non mais ça ne nous intéresse pas de faire du papier. Donc, la seule question qu'on pose à l'embauche sur un jeune en apprentissage, notamment dans l'hôtellerie-restauration, c'est t'es motivé? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu as envie d'apprendre? Enfin, pourquoi tu veux faire ça? C'est une question juste de motivation. Le niveau de compétence, peu importe. Enfin, quelqu'un qui ne sait pas porter une assiette, au bout d'une semaine, il sait porter 2 assiettes. Puis au bout de 15 jours, il sait en porter 3. La question, elle est plus sur la motivation et l'envie d'apprendre le métier. Et quelqu'un devient, pour ce que j'ai pu observer, ils sont d'autant meilleurs qu'ils sont motivés pour faire ce métier et pas dans une filière, comme l'a décrit tout à l'heure M. Merle, où ils y viennent, entre guillemets, contraints, faute de pouvoir accéder à un tronc général. Alors après, sur la partie plus industrielle, bon, j'étais sur la partie bois, on avait affaire effectivement des personnes qui venaient nous voir, qui étaient motivées
par le segment de métier, qui était motivé par l'approche bois. Et donc effectivement, dans cette approche-là, il venait, il savait déjà ce qu'il voulait faire. Et est-ce que de façon générale, vous constatez, parce que vous parliez de ceux qui étaient contraints, peut-être moins dans la filière bois, parce que c'est peut-être, entre guillemets, plus noble, je ne sais pas, il y a une certaine image. Est-ce que l'image de l'apprentissage ou de l'alternance en général, vous avez constaté qu'elle a évolué au fil du temps, aujourd'hui? On n'y vient plus... Écoutez, moi, depuis 2001, j'ai pas la perception qu'elle ait beaucoup évolué. Alors, elle a évidemment évolué. C'est une filière toujours par défaut, un petit peu. Ouais. C'est toujours perçu pour certains comme une filière par défaut, mais ça tient majoritairement à notre attitude en tant que parents, également dans le message qu'on transmet à nos enfants. Mais c'est également, pour revenir sur ce que vous disiez sur la partie alternance, on est pour le coup à la CGPME très attentif au rapprochement entre l'école et l'entreprise et favoriser effectivement les passerelles. Et dans cette logique-là, effectivement, l'alternance, que ce soit l'alternance ou l'apprentissage, mériterait d'être développé davantage. Et donc, pourquoi développer davantage, à un moment donné, il faut aller plus loin. Enfin, je vous entendais, et je le comprends, il y a des budgets qui ne permettent pas de tout faire, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi repenser globalement le système de financement. On parle effectivement d'un certain nombre de jeunes qui sont sur le carreau et de la nécessité d'une cohésion sociale de façon globale. Sans une cohésion sociale de façon globale, il faut plus de jeunes en entreprise et moins à côté. Et à un moment donné, la question, une entreprise, elle embauche, il faut arrêter le saupoudrage des aides. Une entreprise, une TPE, une PME, elle s'en fout d'avoir 2000 € parce qu'on embauche un jeune. Enfin, pourquoi on nous donne de l'argent pour embaucher quelqu'un? Enfin, une entreprise, elle embauche parce qu'à un moment donné, elle a une activité, elle a quelqu'un qui est compétent et elle se dit, tiens, je vais peut-être pas penser à embaucher, mais finalement j'ai quelqu'un de bien, je vais essayer de développer de nouveaux marchés. Et il est là. Et l'embauche, elle se fait parce qu'à un moment donné, il y a la croyance, qu'il y a une activité potentielle, et que vous parliez de baisse de l'activité, enfin, à un moment donné, depuis 2008, on a quand même eu un certain nombre de situations et d'incertitudes économiques et politiques, mais d'incertitudes d'abord économiques, qui ont fait que, à un moment donné, vous embauchez si vous avez une visibilité sur l'avenir. Si vous n'avez pas de visibilité, vous n'embauchez pas. Donc l'apprentissage a suivi la même courbe que, vraisemblablement, les courbes d'embauche de façon globale. Alors après, je vais aller plus loin sur la logique d'apprentissage. Si on imagine, plutôt que d'avoir, aujourd'hui le taux de... Alors je vais vous laisser répondre par contre au nombre de jeunes exacts qui sont aujourd'hui sur le carreau dans les Pays de la Loire, qui ont moins de 26 ans. Il y a 1500 jeunes, il y a combien d'entreprises? 27 000. Alors on entendait tout à l'heure, M. le maire parlait de tutorat. Enfin, et finalement, dans l'exemple qu'il a pris, je pense qu'il faut retenir effectivement l'aspect tutorat, mais sur l'aspect parrainage. Et je crois à un moment donné qu'un chef d'entreprise peut rentrer dans une logique de parrainage. Enfin, s'il y a 1500 jeunes sur le carreau en Pays de la Loire, je veux croire qu'il est possible, et je suis prêt à engager la CGPME dans cette dynamique-là, qu'il est possible de trouver 1500 chefs d'entreprise qui sont prêts à se porter parrain pour faire en sorte qu'un jeune puisse avoir un accès à un environnement professionnel. Enfin, et à un moment donné, il faut aussi changer les règles du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une entreprise, elle embauche si elle a les moyens d'embaucher. Et quand on dit un contrat de pro ou un contrat d'apprentissage, même quand vous êtes dans la restauration, quand vous avez votre personnel, si vous n'avez pas de problème pour consacrer du temps à l'apprentissage, il ne s'agit pas qu'un apprenti remplace quelqu'un qu'on embaucherait à temps plein. On est bien d'accord là-dessus. Mais à un moment donné, ça ne devrait pas coûter ce que ça coûte. Ça coûte encore trop cher sur quelqu'un qui ne sait rien. Donc en gros... à un moment donné, jouer le rôle de l'accompagnement, oui. Le jouer jusqu'au bout, pas de problème. Faire en sorte, et souvent, vous savez, une entreprise, quand elle consacre du temps et de l'énergie à une personne, souvent c'est le chef d'entreprise qui s'y colle dans une TPE ou une PME. C'est lui qui s'y colle en fait, d'encadrer le jeune et de veiller à ce qu'il fasse quelque chose d'intéressant, qu'il développe des compétences. Et effectivement, dans cette logique-là, quand il l'a formé, il n'a qu'une envie, c'est de l'embaucher. Donc pour vous, les freins, c'est, si on parle de freins, puisqu'il y avait cette question dans notre affaire d'excellence, là, il y avait le développement, mais le frein, c'est effectivement plus le marché du travail de façon un peu globale, pour résumer, pour les conditions d'embauche en quelque sorte, qui peuvent freiner un petit peu le développement de l'alternance, plus que les contraintes administratives ou financières qui existent, mais qui ne sont peut-être pas celles que l'on a. Alors comme vous m'aviez posé la question des freins, je vais aller revérifier, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, je suis allé sur le site... hier soir pour vérifier si c'était simple de remplir un contrat de pro. J'ai bien fait de vous appeler. Et effectivement, il a été simplifié. Madame Jallet, je vois que vous brûliez de répondre à Monsieur Luneau ou pas, mais je vais vous passer la parole, vous présenter. Et puis là, on va peut-être effectivement parler des pratiques alors, de la CAVAC. Vous allez nous dire... Oui, bonjour. Donc, je présente rapidement la CAVAC. Donc, la CAVAC, c'est une coopérative agricole.
essentiellement implantés en Vendée. Alors nous, on est loin de l'international, on est vraiment Vendée ou Vendéen, avec quelques sites en Deux-Sèvres, on va dire, c'est un peu la limite de notre territoire. Donc une coopérative avec la particularité d'être extrêmement polyvalente dans ses métiers. Ça fait aussi un peu la complexité des ressources humaines dans la matière, puisqu'il y a énormément de métiers spécifiques, techniques. Voilà, donc ça va des activités de jardinerie, par exemple, pour ceux qui jardinent. Donc on est sous la franchise Gamme Vert, donc avec à l'intérieur de cette enseigne différents métiers également, des animaliers par exemple, des gens qui sont en fleuristerie, en pépinière, donc voilà, des choses extrêmement spécifiques au niveau technique. Nous avons des métiers donc, dans l'approvisionnement des céréales, donc là aussi du conseil aux agriculteurs. Nous avons des métiers dans les productions animales, avec des usines de fabrication d'aliments du bétail. Donc vraiment, multitude de métiers et multitude aussi de besoins en termes de recrutement. Et c'est vrai que sur les 1000 salariés que nous représentons dans le groupe, nous avons 35 à 40 apprentis et contrats de professionnalisation confondus, donc par an. À côté de ça, on accueille aussi 250 stagiaires. Donc c'est pour vous dire qu'on donne une place quand même importante à l'accueil de ce qu'on appelle nous, alors peut-être plus que dans d'autres domaines, les jeunes, dans l'agriculture. C'est vrai que c'est important pour nous d'avoir ce vivier de compétences parce que là, en l'occurrence, nous, on parle réellement de vivier de compétences, de renouvellement de notre population dans l'entreprise. Et on en fait un vrai levier en termes de gestion de carrière parce que nous rencontrons des difficultés en termes de recrutement. Alors, c'est un peu antinomique par rapport au marché de l'emploi aujourd'hui, mais nous, sur certains métiers, effectivement, on peine à recruter, et quel que soit le niveau et quelle que soit effectivement la qualification. Alors peut-être plus parce qu'effectivement, on a dénigré certaines filières et l'agriculture, effectivement, n'a peut-être pas bonne presse non plus. On ne connaît pas l'ensemble des métiers qu'on peut avoir dans une coopérative agricole. Moi, quand je recrute un informaticien en réseau, on me dit « Ah, mais vous avez quand même des ordinateurs ?» Oui, on a des ordinateurs à la Cavac, voilà, nos techniciens sont sur iPad, oui, voilà. Mais c'est vrai que les gens se font une fausse idée en fait de notre domaine d'activité, et ça ne nous aide pas en termes de recrutement très clairement. Donc pour vous, l'alternance, c'est une voie de recrutement. Ah oui, là, il y a combien, quel taux d'embauche? Vous avez 35? 30 à 35%. Ouais. Un bon tiers reste en entreprise, ouais. Embauché en CDI. Ouais. Et une question qui nous intéresse, c'est sur la construction, je l'évoquais en introduction et Vincent Merle l'a évoqué aussi, sur la co-construction de ces parcours d'apprentissage, parce qu'on sait qu'un parcours d'apprentissage réussi, c'est effectivement une relation forte, une alternance qui est intégrative, enfin, en tous les cas, pas juxtapositive. Donc, comment vous travaillez avec les organismes de formation Alors, c'est peut-être pour ça que je voulais répondre à Pôle emploi tout à l'heure. Alors, je sais pas, nous, les contrats viennent à nous. En fait, les contrats de pro et apprentissage, je n'ai, en 15 ans de carrière, jamais passé une offre au Pôle emploi pour ce type d'offres, enfin de contrats. Effectivement, ce sont plus les jeunes qui nous sollicitent. Donc ça, c'est pour la partie embauche, on va dire. Et puis après, c'est vrai que ça fait partie aussi d'une demande de nos managers. C'est-à-dire que voilà, dans nos budgets, on prévoit effectivement l'embauche d'un certain nombre de jeunes. Donc le manager intègre le nouveau collaborateur et on a la chance sur certains métiers d'avoir des tutorats très très proches, puisqu'un jeune qui intègre par exemple un Gamme Vert, il va être aux côtés d'un responsable de rayon, il va travailler avec lui, et ça sur plusieurs années, puisque quand on les prend sur l'intégralité de leur apprentissage ou de leur contrat de professionnalisation. Et c'est vrai que c'est plus qu'un engagement, parce que du coup, il y a aussi l'apprentissage de nos valeurs coopératives. La personne est vraiment, elle participe aux réunions annuelles du personnel, elle est totalement intégrée dans les effectifs de l'entreprise. Et les personnes qui encadrent, on va dire les tuteurs, donc ont une formation particulière, comment ça se passe? Quand je parle de construction du parcours d'apprentissage, c'est effectivement la formation des acteurs, comme l'a rappelé Isabelle Coco, de tous les acteurs, donc le tuteur, la personne qui encadre, éventuellement sa relation avec le tuteur pédagogique, l'organisme de formation, en fait tout ce dispositif qui va faire que cette alternance va être réussie. Comment ça se passe? On insiste beaucoup, alors peut-être qu'ils les cocoonent un petit peu nos jeunes, mais c'est vrai que nos tuteurs effectivement ont un très bon suivi de leurs apprentis ou de leur contrat de professionnalisation. Ils suivent systématiquement les jeunes en partenariat avec l'école. Bien sûr, toutes les informations nous reviennent, nous, au service ressources humaines, puisqu'on a un service ressources humaines centralisé à La Roche-sur-Yon. Mais les notes qu'on peut recevoir sur les apprentis, le suivi à l'école quand ils vont à
Et le lien avec les organismes, voilà. C'est directement le manager qui le prend en charge, avec parfois l'accompagnement du RH, mais c'est vrai que c'est très souvent le manager qui s'implique énormément là-dessus. Et là, ça vous paraît suffisamment construit et il y a des progrès à faire? Est-ce qu'il y a encore des freins? Suffisamment construit. Maintenant, c'est vrai qu'ils partent du principe aussi qu'effectivement, ce sont des débutants, clairement. Il y a des tuteurs qui jouent très bien le jeu. Il y en a d'autres qui se disent, bon, bah voilà, je vais encore recommencer un tutorat. Mais je pense qu'ils ont une satisfaction vraiment très claire quand on intègre la personne en CDI. Il y a quelque part une petite fierté d'avoir effectivement tutoré quelqu'un jusqu'à l'amener à entrer à la Cavac, dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'on voit ce tutorat effectivement très, très proche des jeunes qui marche très très bien. Ouais. D'accord. Voilà. Oui. Une petite question. Est-ce que vous avez un système de valorisation? Non, on n'a pas de système de valorisation de tuteur. On n'a pas ni de métier spécifique. On n'est pas tuteur, on occupe son métier. Mais voilà. Non plus. On n'a pas souhaité... Non, c'est vraiment... alors on va dire qu'on a les prérequis. On a des gens qui peuvent être tuteurs. Je n'aurais pas du tutorat à faire à n'importe quel salarié parce que je sais qu'il y en a qui accompagnent très très bien les jeunes. Et de ce fait, chaque année, on renouvelle en fait, et on sait qu'on a un petit peu toujours les mêmes tuteurs. On a des formations, des formations de formateurs, voilà. Mais qui durent combien de temps justement les formations de tuteurs? Je croyais que vous alliez dire, enfin ces tuteurs. Oui. Non, des formations de formateurs, c'est-à-dire qu'en fait on les accompagne sur le côté pédagogique, nos tuteurs, mais après ils ne sont pas plus valorisés que ça. Et très franchement, j'ai pas la demande, j'ai pas. C'est sur la base du volontariat. Oui, tout à fait. Sur la base du volontariat. Ouais. On va se tourner peut-être vers une autre entreprise qui a aussi des ordinateurs, EDF, enfin je crois, mais qui a aussi des pratiques intéressantes parce que la Cavac c'est aussi intéressant, mais là effectivement le spectre il est très large puisque vous embauchez, je suppose, des gens qui sortent de formation initiale, des gens qui sont en contrat de pro, en contrat d'apprentissage, et vous, Vincent Merle l'a rappelé, vous faites la promotion sociale pour permettre des parcours au niveau d'EDF. Oui, donc, si tout à fait. Alors, mais vous vous présentez oui, Laurence Bachelier, je travaille à la direction régionale de l'emploi d'EDF en région. Alors, c'est un territoire, en fait, territoire ouest, qui représente 4 régions administratives. 4 régions administratives, Bretagne, Centre, Pays de la Loire, Bretagne et Poitou-Charentes. Non, je me suis retrouvée dans ce que disait donc mon homologue de Cavac. C'était la multiplicité de nos emplois. Et finalement leur méconnaissance, parce que c'est vrai qu'on a énormément d'emplois différents. Quand on pense EDF, on pense électricité, électricien, mais on n'a pas que des électriciens. Et du coup, ça c'est une vraie difficulté. Par contre, et parfois on a à conduire des actions spécifiques justement sur le recrutement. Je vais y revenir peut-être dans un deuxième temps pour vous donner un petit peu de visibilité. Alors, j'ai concentré mon intervention sur Pays de la Loire pour aujourd'hui. Donc, on est 4800 salariés donc sur les Pays de la Loire. Ça représente 239 alternants à la rentrée 2012. En fait, on renouvelle à peu près ces alternants. Chaque année, ça représente 120 nouveaux contrats par an. Répartis sur 100 diplômes différents. Donc, de tout niveau. C'est vraiment un spectre important. De tout niveau. De tout niveau, du CAP au bac plus 5. Et quand on parle d'excellence, alors pour moi, ça en fait partie. C'est-à-dire que, dans l'intervention de M. Merle tout à l'heure, c'est vrai que il a expliqué que ce n'était pas suffisant, cette ouverture vers les bacs plus 5, vers les diplômes de l'enseignement supérieur long. Par contre, dans notre société, je pense que c'est extrêmement important. Notre système est ainsi fait que les diplômes de niveau supérieur sont valorisés et du coup de pouvoir développer cette alternance et l'alternance sur ces diplômes-là, c'est important et ça participe en fait à la valorisation de l'alternance très directement. C'est peut-être pas suffisant, mais ça y participe très concrètement, il me semble.
En répartition, hein, pour à peu près, bon an, mal an, c'est 40% sur les CAP bac, avec beaucoup plus de bac pro, 40 autres pourcents sur les BTS, et puis 20% sur l'enseignement supérieur court et long. Voilà. Enfin, licence et master 1, master 2. Et qu'est-ce qui fait que sur sur un niveau BTS, par exemple, vous embauchez plus quelqu'un en apprentissage ou en contrat de pro, donc à un niveau bac, par exemple, Oui. plus quelqu'un qui sort d'un DUT, enfin d'un IUT ou... Alors en fait, comment se fait votre choix? c'est très lié et je pense que les lignes ont énormément bougé aujourd'hui. C'est très lié à l'école déjà. Hein. Donc l'école propose le diplôme que l'on recherche et il est en contrat de pro ou il est en contrat d'apprentissage. Donc ça c'est très déterminant. Et après on a par contre, et ça on a suivi un petit peu le sens de l'histoire, le développement de l'alternance, c'est-à-dire qu'on était au départ sur une politique de l'apprentissage au sein d'EDF en 2007. Donc ça voulait dire formation initiale. Hein, on avait plutôt cette perspective-là. Aujourd'hui on est passé sur une politique de l'alternance. Donc on englobe plus globalement le contrat de pro et du coup c'est symptomatique, ça a beaucoup changé notre façon de conduire ces alternances et de proposer des contrats chaque année. C'est-à-dire que par exemple en Pays de la Loire, on a sur les 229, 119 contrats d'apprentissage et 120 contrats de professionnalisation. Moitié-moitié. C'est tout à fait rare. C'est tout à fait particulier, hein, mais exactement. Souvent, on est un peu plus apprentissage que contrat de pro, mais finalement, la différence s'estompe. Et si vous, donc, Vincent Mel a évidemment évoqué les vertus de ces formations en alternance. Si vous deviez les caractériser par rapport à ce que vous constatez sur le terrain, c'est pas une question forcément simple, mais par rapport justement à des personnes qui arrivent directement de l'école. Les vertus en termes de comportement, etc. On a une problématique tout à fait particulière où on s'est aperçu que cette notion de contrat de professionnalisation pouvait nous être d'une grande aide, parce que, et vous en avez certainement, enfin toutes les personnes dans la salle peuvent être au courant, c'est l'évolution des bacs pro, des bacs pro en 3 ans. Nous a posé énormément de soucis au sein de l'entreprise, car c'est un niveau que l'on recherche, c'est directement en lien avec nos besoins de recrutement, c'est-à-dire qu'on recrute chaque année un grand nombre de personnes ayant obtenu un niveau bac, et notamment bac pro, parce que ça correspond à nos métiers. Je prends le bac pro ELEC par exemple, qui est un diplôme sur lequel on a énormément d'embauches chaque année. Comment ? Alors, pour les intégrer dans un premier temps, vraiment l'embauche se fait en niveau bac pro, oui, et ensuite l'évolution au sein de l'entreprise après continue tout au long de la vie. Ça, c'est une réalité chez nous tout à fait exacte. Et je parlais des vertus, oui. Mais du coup, les vertus du contrat de pro, là, nous sauvent, entre guillemets, parce que on a énormément de difficultés à intégrer des jeunes gens issus de 3e et qui viennent donc au sein de nos entités, qu'on ne peut pas habiliter pour des questions d'âge et qui n'ont pas la maturité pour tenir les emplois. Voilà. Et du coup, l'alternative contrat de pro est une excellente alternative parce qu'elle nous permet cette marge de manœuvre de peut-être viser une population différente, une population qui est en reconversion par exemple, des choses comme ça. Voilà. Justement, là, on a... Oui. Oui. Je voudrais savoir du coup sur quel type de diplôme vous les intégrez. J'ai pas bien compris la bascule contrat d'apprentissage, contrat de pro. Donc ça veut dire que vous intégrez en contrat de professionnalisation sur des bacs pro ELEC des personnes plus âgées en fait, c'est ça? D'accord. Oui. Okay. C'était pour... Oui, justement, c'est une question que je voulais poser à M. Luneau, parce qu'effectivement, les contrats de pro, alors je ne sais pas si c'est simple à répondre, les contrats de pro concernent, donc offrent de la souplesse, on va dire, c'est ce que vous avez mis en exergue, concernent des personnes de plus de 26 ans aussi, de demandeurs d'emploi, donc est-ce qu'on a quelques chiffres? Est-ce que c'est une
disposition qui est mise en œuvre pour les donneurs d'emploi de plus de 26 ans. Ouais. Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que effectivement, les dispositifs favorisent de par les conditions, même si vous disiez, effectivement, hein, l'entreprise n'attend pas de l'argent pour embaucher, mais nous, ce qu'on constate, c'est que effectivement, les jeunes, enfin, la tranche d'âge, on va dire dans ce sens-là, la tranche d'âge jusqu'à 45 ans, donc les 25-45 ans, sur les contrats de pro, il y en a relativement peu. Voilà. Après 45 ans, on voit que ça réaugmente, ça remonte. En revanche, les contrats de pro, tous ces dispositifs concernent effectivement les jeunes, et puis ceux qui sont en milieu de carrière. Hein. La tranche d'âge entre les deux est effectivement des personnes, on en a très peu qui accèdent. Parce que les entreprises sont interrogées aussi bien la CAVAC que DF d'ailleurs sur les Moi, j'ai populations plus regardé âgées. justement l'âge de nos contrats de pro parce que en préparation avec M. Meyer, on s'était posé la question. Et effectivement, hein, alors, l'âge va de 17 ans à 42 ans quand même, mais par contre avec une moyenne d'âge de 23 ans. Hein. Donc voilà. C'est effectivement plutôt pour des personnes jeunes, même si, bon voilà, on a quand même un différentiel intéressant. Et dans les PME ou à la CAVAC, c'est un peu pareil. Oui, c'est exactement ça. Hein. Vous avez aussi des personnes de plus de 26 ans? Non, de moins de Que des 26 jeunes. ans, c'est la même population que les apprentis. Et c'est vrai que même en demande, en CV que je peux recevoir, il y a très très peu de demandes de gens qui ont au-delà de 26 ans et qui demandent un contrat de professionnalisation. Et je voulais juste rebondir sur ce que monsieur avait dit. Donc c'est vrai qu'on n'attend pas, nous, entreprises, d'avoir des aides pour embaucher. Mais par contre, la différence quand même entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage en matière de charges, là par contre ça c'est pas négligeable et effectivement je ne vois pas pourquoi ce dispositif-là est maintenu alors que finalement, alors nous peut-être que vous arrivez à faire moitié-moitié, mais nous bien souvent le choix on l'a pas entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on choisit l'apprenti avec sa formation et sa formation, si elle est en contrat de pro on prend avec et c'est vrai que le coût pour l'entreprise là c'est vraiment un frein parce qu'elle est vraiment différenciatrice par rapport à Donc l'apprentissage. un frein au niveau des charges sociales. Ah oui, tout à fait. Au niveau des PME ou de vos entreprises, justement sur les contrats de pro pour les personnes de plus de 26 ans, c'est parce que c'est une mesure qui est mal connue ou quel est le frein? Mais, alors, je pense que ça a été très bien dit tout à l'heure par Vincent Maire, je pense qu'il y a une insuffisance dans la logique de responsabilité des entreprises, il y a une insuffisance de prise de conscience, y compris dans les TPE et les PME, sur l'accompagnement d'une façon globale, dans une vision globale de formation de la jeunesse sur le futur. C'est une réalité. On essaye d'y travailler avec nos partenaires, notamment la région. Maintenant, on a effectivement très peu de demandes au-delà de 26 ans. Non, mais ça c'est insupportable. Et maintenant, la problématique, elle est vraiment sur, et je pense qu'à un moment donné, ce qui nous manque, c'est quand même, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont tournés vers l'emploi, qui sont tournés vers cette logique d'insertion. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une décision locale, une décision politique forte qui consiste à dire, terminé, on va vers du zéro jeune dehors. Et à un moment donné, zéro jeune dehors, je suis persuadé que c'est possible. Mais à un moment donné, il faut en avoir une volonté. Alors, on n'arrivera jamais à 0-0, je suis d'accord, mais si on affiche pas une volonté et une détermination sans faille d'aller dans cette direction-là, on trouvera toujours toutes les excuses, nous compris. D'accord. Madame Coco voulait parler des freins, j'ai bien entendu ça, des freins qui permettent ce développement et peut-être d'aller vers le zéro jeune. Là. Est-ce que vous pouvez rebondir sur... Je pense qu'il y a un lien de toute façon entre, je dirais que les freins, c'est aussi ce qui fait la réussite de l'apprentissage et de l'alternance en général. Donc effectivement, dans ce que vous avez dit, on sent bien qu'il y a des fois un manque de connaissance des jeunes, des métiers qui existent dans l'entreprise et de la diversité de ces métiers. Et moi, je trouve quand même un peu inquiétant que Pôle emploi, effectivement, n'ait pas plus d'offres
je dirais, ne recueille pas plus d'offres par alternance, dans la mesure où on sait qu'à certains moments, il y a des jeunes qui ne trouvent pas d'entreprise et d'entreprises qui ne trouvent pas de jeunes. Chaque année, on a cette difficulté à faire les appareillements entre l'entreprise et le jeune. Et ça, c'est vraiment, on ne peut pas s'en satisfaire. C'est peut-être Donc selon le effectivement, secteur aussi. oui, ça dépend des secteurs, mais néanmoins, je pense que ça reste vrai dans l'ensemble. Et effectivement, les offres aujourd'hui, elles passent par les chambres de métiers, les CCI, etc. Mais je pense qu'il serait bien aussi que Pôle emploi, notamment pour diversifier les publics, que Pôle emploi soit, mais voilà, on a sans doute, région Pôle emploi, un vrai travail à faire pour justement favoriser cette visibilité des contrats. Effectivement, nous, on a, je le disais, puis je suis passée sur autre chose, mais c'est effectivement une volonté et une nécessité sur certains profils. Alors, pour le moment, on n'est pas à 100% d'offres confiées à Pôle emploi, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, on est plutôt, vous disiez que ça allait dans le sens inverse. J'ai l'impression que nous, on va un petit peu à contre-courant parce que ce que je constate en région, c'est qu'on confie de plus en plus d'offres à Pôle emploi, notamment, alors c'est pas en région Pays de la Loire, mais en région centre, pour la rentrée prochaine, pour recruter des BTS SIRA. Donc, ce sont des BTS dans le domaine des automatismes, de la régulation, qui est un profil méconnu. Hein, c'est-à-dire qu'à un jeune, on dit tu ne voudrais pas préparer un BTS SIRA, bah, ça ne dit pas grand-chose. Et du coup, avec Pôle emploi, on a monté un dispositif de valorisation de ce diplôme et d'appel à compétences vis-à-vis des demandeurs d'emploi pour le Loiret notamment. Et donc, on en attend beaucoup. Mais parce qu'il y a une difficulté, parce que chaque année, ces candidats-là, ils sont difficiles à attirer. Même les écoles ont du mal. Donc, ça se fait en partenariat avec les écoles avec lesquelles on travaille. Enfin, c'est un beau dispositif. Donc, je dirais qu'il y a de l'espoir. Il y a peut-être un renforcement de ce lien sur cette question-là. Je vais passer la parole à la salle parce qu'effectivement, je vous en prie, madame. Un petit complément, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'il y a des écoles qui, effectivement, ne trouvent pas d'apprentis ou de gens qui sont prêts à être formés. Alors, peut-être par méconnaissance aussi des filières. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démarches qui se font, Pôle emploi, entreprise, école. Et alors, mais je l'ai déjà dit à Pôle emploi et je pense que c'est vraiment partagé. À un moment, il y a un vrai déficit d'orientation de ces jeunes. Au lieu d'aller chercher des demandeurs d'emploi, effectivement, pour les mettre dans des formations comme celle-ci, allons plutôt à la source, chercher les jeunes directement à l'école. Et là, c'est vrai que c'est peut-être un peu provocateur, mais je pense qu'un jeune, quand il est dans son choix d'études ou de suite de sa formation, c'est vrai qu'on ne lui présente pas aujourd'hui les taux de chômage, soyons clairs, les filières qui aujourd'hui sont porteuses d'emploi et celles qui ne le sont pas. Parce que j'imagine qu'un jeune qui a en face de lui un taux de chômage sur, je ne sais pas moi, des BTS, PME, PMI, voilà, où il n'y a pas d'offre en face, à un moment, je ne vois pas un jeune choisir ce type de filière. Enfin, bon, après, voilà, c'était juste une intervention. J'en ai déjà parlé à Pôle emploi, qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas assez. Autant il y a des efforts qui sont faits pour avoir des contacts entre Pôle emploi et les entreprises et les écoles. Après, il manque ce petit lien entre, effectivement, les institutionnels Pôle emploi et puis peut-être l'école. Voilà. Un mot de réponse de M. Luneau, mais je vais passer la parole à la salle, sinon je vais me faire disputer par M. Deboulois qui me regarde. Effectivement, c'est quelque chose qui doit être travaillé, vous l'avez évoqué. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que souvent, nous, la pression, mais on porte des publics. Voilà, c'est ça la question, c'est on a des demandeurs d'emploi et que l'objet de notre intervention, c'est de proposer à ces demandeurs d'emploi un retour à l'emploi, quoi. Et donc, on s'intéresse aux gens qui sont, entre guillemets, inscrits aujourd'hui et demandeurs d'emploi et qui veulent retourner à l'emploi. Alors, c'est vrai qu'on utilise différents leviers. Par rapport, juste un tout petit mot, puisque j'avais la parole, il y a aussi, par rapport à ce dont on est conscient, la nécessité de développer davantage de relations avec les entreprises, comme vous l'évoquiez, pour
recueillir davantage d'offres. Il y a aussi une autre action que l'on a qui est de dire il y a un certain nombre de personnes, d'entreprises qui ont eu recours à nos services ou qui ont fait appel à nous pour recruter. Et on sait qu'au bout de X années, ou X 12 mois, ou 3 ans, en fin de l'apprentissage ou en fin de contrat de pro, elles vont se retrouver à nouveau, potentiellement, en train de pouvoir recruter, si c'était le cas dans des petites structures, d'où un plan d'action chez nous qui est d'essayer de fidéliser, entre guillemets, des entreprises qui ont commencé aussi à utiliser ce mode pour recruter, contrat de pro, contrat d'apprentissage. Voilà. Merci. Donc, le problème de l'orientation et de l'information en amont. Il y avait des questions, je crois, madame. Oui, merci de vos interventions. On voit bien là qu'il y a des filières où on ne trouve pas d'apprentis, mais moi je suis aussi étonnée parce que on reçoit tous les jours des demandes, notamment sur les contrats de pro, sur des filières qui me semblent un petit peu saturées. Moi je suis DRH, toutes les semaines je reçois des demandes de contrats de pro sur des licences RH ou sur des licences assistanat de je sais pas quoi. Il n'y a pas de besoin dans les entreprises. Et comment ça se passe à un moment donné pour quand même prendre une décision sur des filières qui sont où on a beaucoup trop de demandes pour dire là on arrête et on privilégie en effet peut-être des métiers qui sont beaucoup plus porteurs. Et nous ça nous interroge vraiment dans les entreprises parce qu'on se dit les pauvres jeunes ne trouveront pas d'entreprise raisonnablement. Oui, alors je vais faire une réponse qui va être partielle, mais ce à quoi vous touchez aujourd'hui, sans être trop technocratique, c'est ce qu'on appelle la carte des formations. Et donc aujourd'hui, la carte des formations, elle se co-construit rectorat-région sur ce qui concerne la formation initiale sous statut scolaire et l'apprentissage. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de régulation, il faut le dire tel quel, sur les contrats de professionnalisation. Et je pense qu'il y a un vrai... Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas d'OPCA, là, à moins qu'il y ait quelqu'un dans la salle, voilà, il faut qu'il ait le droit de réponse. Mais voilà, aujourd'hui, les contrats de pro, ce sont les branches et les partenaires sociaux. Et effectivement, des fois, on est étonné de voir des groupes de contrats de pro se mettre en place, là où on sait nous-mêmes que c'est saturé. Aujourd'hui, région rectorat, on élabore ce qu'on appelle une note de cadrage en amont de l'évolution de la carte. Et cette année, on est allé jusqu'à dire on ne mettra pas en place telle et telle formation. Par exemple, il ne faut pas nous proposer des bacs pro commerce, des CAP vente, on n'en mettra pas en place. Le paysage, c'est pareil, on a suffisamment formé, on a une offre, elle est calibrée, on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc Alors après, c'est très compliqué. Alors ça, c'est sur donc les contrats de pro. Voilà, je pense qu'il faut. Alors on a une instance de coordination emploi-formation avec une commission alternance et effectivement, c'est à l'ordre du jour de remettre en place un dialogue pour essayer de construire une carte des formations qui intègre les contrats de professionnalisation. Mais pour être clair, on part effectivement de très très loin. D'accord, donc un problème d'adéquation entre l'offre et les formations. Sachant que vous voulez répondre, que j'avais deux questions. Oui, je veux bien quand même pour finir parce que non, mais le sujet est très complexe parce qu'effectivement, ça touche à la question mais de la visibilité des métiers et de l'orientation par défaut. Parce qu'en même temps, on sait qu'un jeune qui s'oriente par défaut, c'est un futur. Effectivement, je reprends le terme de Monsieur Maire parce qu'il a tout à fait raison. C'est un futur décroché et pas futur décrocheur. Voilà, donc comment est-ce qu'on travaille l'orientation pour élargir les possibles des jeunes, pour les rapprocher de l'entreprise, voilà, pour leur donner envie d'autre chose. Ça, je pense que c'est la vraie question. Et effectivement, il y a aujourd'hui des formations qui sont maintenues dans des secteurs qui sont saturés, parce qu'on sait qu'autrement, on va mettre les jeunes par défaut dans d'autres secteurs et qui vont décrocher. Mais c'est un autre sujet. Peut-être qu'au CNAM, il faut qu'on regarde aussi notre carte de formation. Alors, très clairement, puisque on m'a demandé aussi de parler pour la GFA et la GFOS PME, la GFA et la GFOS PME flèchent très clairement leurs crédits sur des formations qui sont en adéquation avec le besoin du territoire. Maintenant, la grosse difficulté, c'est le besoin du territoire d'aujourd'hui, pas forcément le besoin du territoire de demain. Donc, à un moment donné, c'est une décision qui... C'est donc de l'arbitrage permanent, d'une année sur l'autre, sur effectivement les besoins. Et après, ça soulève, comme l'a dit madame, une autre question qui est plus politique, qui est effectivement l'instauration de quotas ou pas, au niveau national, sur un certain nombre de formations. Quand on voit le nombre de personnes qui s'engagent dans des formations
diverses, je ne vais pas les citer parce que je voudrais vexer personne, même si vous avez bien compris que ça ne me gênerait pas beaucoup. Non mais, à un moment donné, dans les fonctions, si je prends l'exemple des fonctions RH, alors pour votre info, je suis de formation RH, école de commerce, option RH, mais à un moment donné, dans les options RH, on se retrouve avec un volume de personnes qui sont dans la fonction RH. À un moment donné, dans des sociétés d'une certaine taille, sont embauchées dans la fonction RH, souvent des personnes qui viennent d'abord du terrain et qui vont par là. Et pas des personnes qui viennent directement parce qu'ils ont une connaissance, une compétence particulière. Mais donc pour rester positif et un peu dans la perspective du club que présentera Christine tout à l'heure, c'est effectivement cette partie de la co-construction, ça, les formations, la carte des formations, co-construction entre les entreprises ou leurs représentants, les pouvoirs politiques et puis les organismes de formation. Je prends encore 2 questions, mais parce que j'ai vu 2. Ah, Christian, je vais... Non, mais je ne sais pas. Si, je te donnerai. Mais on perdra les 2 dames. Je n'avais pas vu mes lunettes à ce moment-là. Oui, bonjour, Catherine Loger, déléguée régionale à GFIP. Je voudrais juste reprendre un point qui a été un petit peu évoqué parce qu'on a parlé beaucoup de jeunes pour l'alternance. Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation peuvent également être envisagés pour des personnes adultes. Il est particulièrement, notamment là je parlerai du contrat de professionnalisation, mais un outil qui peut être intéressant pour les personnes handicapées qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, qui là ne savent pas rien puisqu'ils ont une expérience professionnelle souvent longue et qu'ils ont dû quitter du fait de problèmes d'accidents, etc., d'apparition du handicap. Et le frein, nous, qu'on voit principalement, c'est... alors, c'est vrai que le contrat pro, les gens n'ont pas forcément une appétence à aller en formation. Donc le fait qu'il y ait l'alternance, c'est vrai que c'est un peu plus séduisant. Par contre, c'est vrai que j'ai entendu au niveau des entreprises, c'est un coût plus important, le contrat d'apprentissage. Mais c'est aussi une rémunération qui, pour des personnes qui sont pas à l'entrée dans la profession, enfin, et sont vraiment dissuasives. Même quand les gens sont prêts à faire des efforts, mais c'est dissuasif, notamment par rapport aussi à des rémunérations qui peuvent exister dans la formation continue sans alternance, du fait du code du travail, etc. Et dissuasif parce que pas suffisant aussi par rapport peut-être à des allocations, mais par rapport éventuellement à aussi des intérims, des gens du coup qui restent en rupture du fait d'un outil qui finalement n'est pas non plus attractif pour les adultes. Je propose de prendre la question que je vais gérer globalement. Moi, c'est plutôt transversalement à ce qui s'est dit, une réflexion sur le mot excellence, quoi, en fait. Que pourrait être l'excellence dans cette affaire? Moi, j'ai entendu des choses extrêmement intéressantes là, tout au cours de cette matinée. C'est quand même l'idée de co-construction. Mais la co-construction, comme vous le disiez, Isabelle Coco, ce n'est pas un décret. C'est quelque chose on a à créer les conditions de cette co-construction. Et c'est un petit peu ça que j'attends, moi. Effectivement, il y a des règles. La question, c'est de savoir comment on s'approprie ces règles et comment on fait du sens à partir de ces règles. C'est ça qui me préoccupe. Et puis, il y a une autre question que je me pose à moi, mais qui, dans le fond, pourrait faire résonance avec ce que vous êtes en train d'exprimer, ce qu'on est en train d'exprimer, c'est l'idée des parcours et l'idée aussi des expériences. On n'a pas beaucoup parlé d'expérience. Moi, je pense que la dimension expérientielle est quelque chose d'extrêmement important, mais l'expérience n'est pas quelque chose qui est donné comme ça. L'expérience est aussi quelque chose qui a du sens, parce qu'on travaille sur cette expérience. Alors comment, dans une filière d'excellence, permettrait-elle de travailler non pas sur des objets qui sont là, qui sont très théoriques et qui arrivent de l'extérieur seulement, mais surtout privilégier justement l'intériorité des systèmes, la sensibilité des systèmes. Il me semble que là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important à travailler et que l'alternance est porteuse de cette affaire. Alors, je vais réagir sur 2 points, si vous permettez. Le premier, sur la construction. À un moment donné, on est focalisé souvent, parce que c'est plus simple pour beaucoup d'acteurs, et bien compréhensible, sur le travail avec des grosses entreprises ou des PME de taille moyenne, c'est-à-dire qui dépassent 20 salariés et qui donc sont déjà structurés pour avoir des services RH. 80% de l'économie française, 80% de nos activités et des entreprises sur les territoires, ce sont des TPE et des PME. Et aujourd'hui, finalement, l'enjeu, à mon sens, je me trompe peut-être, il est bien d'arriver à mettre en co-construction ces personnes dans cette dynamique, et parce que effectivement, je suis convaincu que
une société, pour qu'elle se respecte, doit aller vers plus de cohésion sociale et donc moins de jeunes sur le côté. Et sur la partie handicap, puisque je vais réagir, faisant partie des petits déjeuners handicap emploi de la CGPME, et y avoir participé depuis maintenant quelques années, je ne dirais pas que je remercie la GFIP pour la baisse de sa contribution, mais ce qu'on constate assez régulièrement, c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, l'écart entre une personne qui est en situation de handicap, et potentiellement on est tous handicapés en puissance, puisque si j'ai bien compris, passé un certain âge, 50% d'entre nous seront en situation de handicap. Mais, c'est pour vous rassurer avant le déjeuner, il y a effectivement une inadéquation. Une personne handicapée, si elle accepte un travail à temps complet, même si elle en avait l'aspiration, financièrement c'est insupportable pour elle, parce qu'elle perd du coup son allocation adulte handicapé. Et alors que où elle en garde depuis qu'une partie, alors que l'AAH à taux plein, étant non fiscalisée, elle se retrouve avec une situation pour des personnes, il n'y a pas forcément, il y a une recherche à temps partiel, il y a une recherche effectivement de recomposition et de travail dans une composition sociale, mais pas forcément à temps complet. Et c'est vrai que dans des TPE, pour le coup, et PME, c'est plus compliqué à mettre en place. Et alors pour ceux qui ont fait l'expérience, des collègues, des chefs d'entreprise, de vouloir embaucher une personne handicapée, en situation de handicap, parce qu'on ne dit pas les marchands, ils sont heurtés à des lourdeurs administratives et il a bien fallu une conviction profonde du chef d'entreprise, parce qu'il avait lui-même une fille handicapée, pour aller jusqu'au recrutement de la personne. Merci pour cette dernière réflexion. On va être obligé de s'arrêter parce que l'heure est passée. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on est parti sur un peu les vertus, un petit peu le paysage global, mais aussi les freins ou les contraintes, que, évidemment, on y revient toujours à ce qui fera objet de discussion dans le club. Donc, on a vraiment matière. Par ailleurs, je retiens l'intervention de notre dernier collègue sur, on n'a pas beaucoup parlé parce que c'était peut-être plus l'objet de l'autre atelier d'ailleurs, sur cette partie, qu'est-ce qu'on construit en alternance, d'où on part, est-ce qu'on part des métiers, alors que nous on parle plutôt des systèmes de formation et des cursus de formation sur des situations. Donc cette imbrication, cette co-construction, même sur les cursus, me paraît tout à fait intéressante et essentielle, et ça sera certainement un des objets des travaux de notre club. En tous les cas, je vous remercie tous les 5 pour votre participation, votre contribution et l'enrichissement de nos débats. Et puis j'invite tout le monde à retourner dans l'amphi. Merci beaucoup. Exactement.